Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Merci à la Luxembourg Art Week de recevoir Femmes d'Art pour ce talk. Femmes d'Art, en deux mots, c'est une initiative et un média qui a été créé par une journaliste française, Marie-Stéphanie Servoz, en 2019, et qui a pour vocation à mettre en lumière le travail des femmes du monde de l'art, quelle que soit leur profession, leur activité. Parmi les différents supports de ce média, il y a donc un podcast, un magazine, un livre et puis des événements réunissant justement toutes ces femmes. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet, l'artisanat d'art au féminin. Alors vous vous demandez certainement pourquoi, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur avec Marie-Stéphanie, qui est un sujet auquel nous sommes très sensibles à plusieurs égards, et notamment parce qu'il répond justement à la vocation qu'a Femmes d'Art de mettre en lumière les femmes du monde artistique. Et c'est un sujet qui aujourd'hui pose beaucoup de questions. Et je vais vous dire quelques éléments de contexte pour que vous compreniez pourquoi c'est un sujet qui a son importance aujourd'hui. Et ces éléments de contexte, je les tire notamment d'une analyse d'une sociologue française qui s'appelle Anne Jourdain et qui a écrit, qui a fait une analyse qui s'intitule « Des artisans d'art aux artisanes d'art » et qui date de 2017. Donc il faut savoir qu'initialement, l'artisanat et l'art étaient des notions qui n'étaient pas si éloignées que ça, mais avec quand même pour chose commune d'être des environnements assez masculins. Et puis petit à petit, on a vu en fait ces deux secteurs vraiment se scinder avec presque un clivage entre l'artisanat et l'art. L'artisanat avec cet aspect plutôt technique, cette maîtrise d'un savoir-faire, et l'art, et c'est assez intéressant de regarder les définitions dans le dictionnaire, l'art qui est plus vu comme quelque chose qui va peut-être s'émanciper de cette technique pour y apporter du génie et du talent. Donc voilà ce qui était en quelque sorte cette distinction. Et puis, donc, comme dans tous les métiers, on a vu une féminisation, enfin la place de la femme a évolué et une grande majorité des métiers sont devenus également de plus en plus féminins, dont les métiers de l'artisanat. Et ce qu'elle démontre, et c'est assez intéressant, c'est que la place prise par les femmes a aussi permis un rapprochement plus important entre l'artisanat et l'art. Parce que les femmes avaient peut-être un peu plus que les hommes cette envie d'apporter leur empreinte créative et donc de se rapprocher pas seulement d'une technique, mais d'un art en démontrant leur talent, leur génie. Donc avec cette féminisation et ce rapprochement, on peut voir plusieurs grands axes, grandes thématiques apparaître et qui vont être les thématiques dont on va parler aujourd'hui, qui sont les suivantes. Comment on devient en fait artisane d'art, pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce qui nous y amène, la formation, également la position, la place des femmes et quel est le regard de nos intervenantes sur ce sujet-là, et enfin comment elles pratiquent leur métier au quotidien. Et donc on a trois intervenantes absolument fabuleuses qui sont parmi nous, que je remercie énormément de leur présence. Donc Morgane Barroquel-Cruc, qui est artiste et artisane textile, qui fait principalement du tissage. Ensuite, Laurentine Périou, qui fait donc spécialité dans le macramé. Et enfin, Lucie Touré, donc artiste et artisane, papier et textile. Voilà. Donc on va commencer d'abord par une petite présentation de chacune d'entre vous, de votre formation, de la raison pour laquelle vous êtes arrivée dans l'artisanat et pour quelle raison vous avez choisi la spécialité qui est la vôtre. Merci Cyrielle, bonjour à tous. Donc je suis Morgane Barroquel-Cruc, donc je me présente comme artiste et artisane textile. Artiste autant qu'artisane parce que ma pratique et mon savoir-faire est vraiment inhérent dans ma démarche artistique. Donc je tiens vraiment à ce positionnement d'artisane. Comment j'en suis arrivée là alors depuis toute petite, je pense que j'avais cette sorte de curiosité créative qui a fait que j'ai fait un parcours j'ai un parcours en art appliqué. Dès l'âge de 15 ans au lycée, j'ai souhaité intégrer un cursus art appliqué.
Et j'ai intégré par la suite une formation de design textile à l'ENSI, donc c'est une école à Paris, à laquelle on est formé. C'est une formation à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire qu'on est formé au design textile, mais vraiment en apprenant à construire un textile sur métier à tisser. Et en fait, c'est vraiment cette rencontre avec l'objet du métier à tisser il y a eu comme une sorte de révélation, et je me suis dit que j'allais passer ma vie sur ce métier à tisser, sur cet objet. C'est exactement ce que je fais depuis 10 ans. Et tout simplement parce qu'il y a un aspect très mathématique, certes, à la pratique du tissage. C'est une construction, mais j'y ai vu en fait des possibilités infinies créatives. Et j'en ai toujours pas vu toujours pas vu la fin. J'ai encore beaucoup à apprendre, et je crois que c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il y a toujours cette balance entre apprendre et créer qui nourrit mon quotidien en fait. Voilà, donc aujourd'hui je travaille avec... Voilà, donc je travaille des créations à l'atelier, donc je travaille sous forme d'échantillonnage que je propose à des architectes, la mode, à des curateurs. Et voilà, je fais des projets autant sur commande que mes créations personnelles. Oui, ça, on verra quelques exemples à la fin. Non. Merci. Voilà. Laurentine ? Oui, bonjour à tous. Donc je suis Laurentine Périllou et je suis artiste également, spécialisée dans les techniques de macramé. Donc les techniques de macramé sont des techniques de nœuds. Ce sont des surfaces textiles qui sont réalisées uniquement à partir des mains. Il n'y a aucune intervention d'outils, d'aiguilles, de crochets. C'est uniquement la main qui crée le nœud pour donner des sens à des surfaces textiles planes ou en volume. Moi, j'ai un parcours complètement atypique, dans le sens où je n'ai pas fait de formation ou de grande école en lien avec mon métier. J'ai eu la chance de partir en voyage en 2008 et 2009, après une formation en histoire de l'art. Et à l'occasion de ce voyage en Amérique latine, j'ai rencontré un artisan qui travaillait le macramé sous forme de bijoux. J'ai sympathisé avec lui. Il m'a enseigné les techniques de base du macramé, en tout cas les nœuds de base. Et j'ai trouvé cette technique assez dingue dans le développement qu'on pouvait lui apporter. Et voilà, donc je me suis emparée de cette technique pour l'amener dans mon univers et la développer le plus possible. Donc c'est ce que je fais depuis 2009 maintenant. Mon atelier est situé dans les Pyrénées, en Ariège. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec des maisons de luxe, des architectes et également des maisons de haute couture. Voilà. Et j'ai aussi une pratique plus artistique, personnelle, puisque le macramé devient le médium par lequel je peux proposer mon univers. Voilà. Merci Laurentine. Lucie ? Bonjour à tous, merci Cyrielle pour ton invitation aujourd'hui. Donc je suis Lucie Touré. Alors moi je me définis plutôt comme artisane et designer textile et papier. Un peu comme Morgane, très vite dans l'enfance, j'ai eu envie de créer des choses avec mes mains. Je crois que j'ai pris mes premiers cours de dessin quand j'avais 5 ans. Enfin, vraiment une appétence pour la création et les métiers, la création manuelle. Et donc, je me suis orientée aussi dès la seconde vers des études d'arts appliqués. Et j'ai intégré, après mon bac, l'école du Perret, où j'ai passé un diplôme des métiers d'art en broderie. Et j'ai ensuite poursuivi mes études aux Arts décoratifs de Paris en design textile et matière. À la suite de mes études, j'ai travaillé pendant 6 ans dans des ateliers de broderie et d'impression textile qui travaillaient essentiellement pour le prêt-à-porter de luxe et la haute couture. Donc j'ai travaillé à la création et au développement de broderie pour des maisons de luxe. Et en 2019, j'ai eu envie de créer mon propre atelier pour y développer une pratique plus personnelle et essayer d'emmener la broderie vers
des nouveaux champs d'application. Et donc j'ai commencé à travailler le papier dans le but de développer des décors, des produits qui se destinent donc à l'architecture d'intérieur, au décor de vitrine, au packaging, aussi un petit peu à la mode. Et donc l'idée c'est de travailler le papier. Donc j'ai une pratique qui est manuelle, mais qui en général débute par un travail quand même sur ordinateur. Morgane parlait tout à l'heure du travail manuel. Moi, j'aime bien mélanger différentes techniques, et donc ça part souvent d'un travail sur ordinateur qui ensuite devient un travail manuel où je mêle savoir-faire textile et papier en mêlant donc un travail de broderie, des techniques empruntées à la bijouterie, au tissage, à la dorure, voilà, dans l'idée de créer des pièces sur mesure et aussi des pièces artistiques qui ont plutôt vocation à représenter mon univers. Voilà. Et justement, Lucie, tu étais en train d'expliquer un peu le fonctionnement de ton travail, des étapes. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus. Est-ce que tu travailles seule, à plusieurs, pour qu'on puisse comprendre exactement comment vous travaillez en fait, au quotidien ? Donc moi aujourd'hui j'ai une apprentie qui est là avec moi au quotidien, que je forme à mes techniques, et sinon je travaille principalement avec des freelances qui viennent du coup en renfort m'aider sur les différentes productions que j'ai à l'atelier. Et donc le processus il est assez souvent, il est similaire dans mes différents projets. Ça commence en général par une phase de recherche, d'expérimentation et d'échantillons liée à un travail de dessin aussi, qui du coup est proposé à mes clients en fonction d'un brief ou d'un cahier des charges qui a été défini avec eux au démarrage. Et donc ensuite on va travailler différentes propositions. La plupart du temps on va en développer une jusqu'après à la réalisation du projet. Et donc on peut être parfois sur des temps très longs avec des temps de production qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, 1 an sur certaines pièces qui vont être assez exceptionnelles, où on va être par exemple un des projets que j'ai réalisé le plus ambitieux en termes de temps de production, c'était pour Guerlain. On était 6 et on a travaillé pendant 6 mois à temps plein à la fabrication des pièces. Donc un temps long. Et toi, Laurentine, du coup ? Oui, le processus est un petit peu le même. Alors, dans la partie échantillonnage, etc., nous sommes 3 à l'atelier, de façon permanente. Une chef d'atelier, mon assistante et moi. C'est moi qui conserve toute la partie direction artistique pour tous les projets, puisque les maisons de luxe, ou en tout cas les clients, font appel à nous pour le savoir-faire, mais aussi pour la proposition artistique qu'on peut avoir. Et donc nous sommes 3 à temps plein, et l'atelier est un petit peu un atelier qui s'étend en fonction des projets et des besoins. Donc voilà, on peut recevoir des stagiaires, on peut être jusqu'à 6, 7, voilà, en fonction des besoins et des périodes. Voilà, donc il y a également, comme pour Lucie, toute une phase d'échantillonnage, avant l'échantillonnage, une phase de dessin, de maquette, puis d'échantillonnage pour arriver au projet final, voilà, sur des projets qui en moyenne se déroulent sur 1 an. Donc entre le moment où on rencontre les clients et le moment de la livraison, il y a, voilà. Et ça peut aller jusqu'à à peu près 1000 heures de réalisation autour d'une œuvre. Voilà. Donc c'est un temps long, et le temps est notre principale ressource. Voilà. Ben voilà, je suis tout à fait d'accord avec Lucie et Laurentine, j'en dirai pas beaucoup plus. Moi, mon atelier est situé à Aix-en-Provence et j'ai une salariée. Donc on est 2 depuis 1 an. Avant j'étais seule, et en fait ce qui fait qu'on a besoin d'aide, on a besoin de mains supplémentaires pour produire. En fait, le tissage, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on est donc sur des métiers qu'il faut enfiler, c'est-à-dire que chaque fil est mis un par un dans des petits trous. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement long. Donc effectivement, le temps, c'est un temps incompressible de travail. On se retrouve des fois avec 4000 fils à enfiler en 3 jours. Bon, voilà,
c'est très long. Enfin, on a besoin de main. Donc voilà, nous on est 2, on peut pas être beaucoup plus que 2 finalement, puisqu'on a 2 métiers. Et sinon, au niveau du process, on est sur les mêmes choses. En fait, on va travailler d'après. Les clients viennent nous voir pour la créativité, même parfois plus pour l'univers de l'atelier que pour forcément le tissage en lui-même. Et ensuite, voilà, on fait des recherches, on propose des pistes, et ensuite il y a un temps de production. Donc voilà, les projets sont sur 1 an, même là, on est sur des projets pour 2025. Et toutes les 3, donc vous avez mentionné que vous travailliez avec notamment des femmes. Justement, ça nous amène à notre deuxième sujet sur la place des femmes dans l'artisanat d'art. La place des femmes, mais aussi vous, votre vision des choses. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des femmes? Est-ce que selon vous, il y a plus de femmes? Est-ce que ça concerne certains secteurs particuliers de l'artisanat d'art? Alors on est toutes les 3 dans un domaine textile. D'ailleurs, en fait, on se connaît très bien et on a déjà fait des événements ensemble pour se réunir, notamment pour parler de textile de manière générale. On a chacune nos spécialités, mais on fait quand même partie d'un domaine textile. Le textile, c'est quand même, surtout en Europe, un secteur extrêmement féminin. Donc je pense que oui, les écoles qui forment à nos métiers les étudiantes sont des femmes. Voilà, c'est. Oui, moi j'ai pas eu un seul garçon dans ma classe dans toute la durée de mes études supérieures, par exemple. Donc on est quand même surreprésentés, je pense, dans le domaine du textile. Oui, voilà, on est surtout des femmes. Après, il y a, pour parler d'autres secteurs dans l'artisanat d'art, les secteurs qui seraient plus connotés masculins, comme bronzier ou des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de femmes qui arrivent aujourd'hui à faire partie de ce. Voilà. Et toi, Laurentine, sur ta spécialité du macramé? Moi, j'ai pas vraiment de référence par rapport à mon métier, puisque c'est un métier pour lequel il n'y a pas d'exemple, d'autres exemples que celui, voilà, je suis la seule. Mais effectivement, depuis que je reçois ne serait-ce que des stagiaires, j'ai eu un stagiaire homme. Voilà. Donc, oui, les femmes sont effectivement dans le domaine textile surreprésentées. Voilà. Et effectivement, après, c'est aussi une question de transmission. Je pense que le textile, c'est vraiment en lien. Enfin, moi, j'ai vraiment des souvenirs très forts de ma grand-mère qui brodait de façon incroyable, qui tricotait. Enfin, voilà, le fil, la matière, c'est vraiment axé c'est très genré, en fait. Voilà. Et sur la place justement des femmes en tant que telles, sur les projets qu'on vous propose, les collaborations, les commandes, votre place en tant que femme dans l'artisanat, est-ce que c'est quelque chose qui a une incidence en tant que telle? Le fait d'être mère, par exemple, puisque vous êtes toutes les 3 mamans. Moi, juste au-delà de la maternité, je suis perçue comme ayant un univers très féminin, donc je pense qu'on vient aussi me voir pour ça. Les maisons qui, en général, me confient des projets qui ont toujours un lien avec l'aspect féminin de mon travail. Oui, c'est vrai qu'il y a cette partie aussi où on vient nous chercher pour créer des projets pour des femmes, pour la joaillerie, pour la haute couture, pour des objets féminins. Je pense à des projets que j'ai fait pour des boutiques, c'était pour l'espace marié. Voilà, il y a aussi on vient nous chercher peut-être parce qu'on est femmes, pour des projets pour des femmes. Après, sur le fait d'être mère. Non, mais par rapport justement à... Parce que quand on regarde le domaine de l'art, parce qu'on est dans une foire d'art contemporain, la place des femmes est quand même... alors, on voit qu'il y a une évolution, comme dans tous les secteurs, mais il y a quand même, pour tout ce qui est appel à projet, appel à résidence, on voit quand même une certaine forme... Il y a effectivement beaucoup à dire là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que nous, dans le domaine, alors plus métier d'art, du coup, il y a beaucoup de résidences qui existent, qui sont mises en place, des résidences incroyables à l'autre bout du monde. Je pense à la Villa Médicis, Kujuyama, enfin voilà,
Albertine aux États-Unis. Donc ce sont des appels à projets qui sont ouverts à tout le monde, tout type de métier d'art. En revanche, ce serait très intéressant de connaître le pourcentage d'hommes qui se présentent en comparaison aux femmes. C'est-à-dire que tout simplement, moi, on m'a proposé de pouvoir participer à une de ces villas. Donc effectivement, c'est une expérience incroyable qui ne peut pas se refuser. Mais j'ai un petit garçon. La réalité fait que j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Et je me dis, très bien, pour un an, je peux partir avec lui et mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre cette expérience avec lui en famille. Or, les enfants ne sont pas admis dans ces projets-là. Et je ne me vois pas en tant que mère laisser mon enfant pendant un an pour aller vivre mon aventure à l'autre bout du monde. Or, il est beaucoup plus simple pour des hommes de pouvoir faire ce genre de choses. Même si les mentalités changent, etc. Aujourd'hui, il y a quand même cette place en tant que mère qui est complexe à faire cohabiter avec des envies de développement professionnel. Voilà. En fait, voilà, ce qui serait assez frustrant, c'est que de notre point de vue, moi aussi je suis maman d'une petite fille qui a 6 ans, de mon point de vue, partir au Japon ou aux États-Unis pendant 6 mois serait très enrichissant pour l'éducation de ma fille, et je vois tout à fait ce que je pourrais faire avec elle. Elle passe son temps, pas son temps, mais elle est très souvent à l'atelier et ça lui apporte énormément. Et en revanche, il y a une espèce de frein par le système qui fait que c'est inaccessible à la fois pour moi, mais pour elle aussi. Ce qui est vraiment dommage. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut qu'on attende que nos enfants aient 18 ans pour commencer notre carrière. Et oui, moi, c'est clairement ce qu'on m'a dit. On m'a dit, du coup, revenez, on en reparlera quand votre enfant sera majeur. Bon. Voilà, ça, c'est un peu la part où il faut encore faire évoluer certaines choses. Et puis au-delà des résidences, il y a quand même un vrai défi à allier au quotidien maternité, entrepreneuriat et pratique artisanale. Oui, c'est ça. On est quand même sur des temps très longs. L'entrepreneuriat n'est pas forcément quelque chose, la chose à laquelle on se destinait. Je pense que c'est vraiment nos vocations artistiques qui nous ont menés à entreprendre. Et lier tout ça à la maternité est déjà au quotidien un sacré défi. Oui, j'imagine. Et est-ce qu'il y a des aides ou du soutien ? Non, pas spécialement. À part de la famille. Oui, c'est ça. Oui, non, parce que dans d'autres secteurs, je pense notamment au secteur de nouvelles technologies, toutes les startups qui se développent, généralement, il y a par exemple des incubateurs qui vont favoriser justement les femmes qui sont mères, entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas non. Dans votre secteur. Et j'avais une question aussi par rapport aux prix, justement, tous les prix qui sont dédiés à l'artisanat d'art. Alors, il y a des prix qui sont dédiés uniquement aux femmes, comme le prix des artisanes du magazine Elle. Mais les autres prix, justement, qui sont, je dirais, mixtes, est-ce que vous voyez aussi une distorsion ou pas spécialement ? Alors, je pense qu'on a de moins en moins peur en tant que femme aujourd'hui de postuler sur ces prix-là, qui étaient en majorité représentés par des hommes jusqu'à il y a très peu de temps. Et je pense que nous sommes aussi une nouvelle génération qui arrivons avec des envies qui sont du niveau de nos maîtrises de savoir-faire. Et donc oui, je pense qu'on n'a plus peur aujourd'hui de postuler sur ces prix-là. Et c'est très bien parce que ça fait bouger les lignes aussi. Et on arrive au fur et à mesure à être... On se fait soi-même le représentant des femmes. On est actrice du changement qu'on veut voir, en fait. Et c'est très gratifiant. Là, j'ai récemment reçu le Grand Prix de la ville de Paris. Et je suis assez fière que alors, il y a 7 prix. Et sur les 7 prix, il y a eu 6 lauréates féminines. Et assez textiles, pour le coup, donc double fierté. Merci. Alors, on peut passer à notre troisième thématique qui est assez vaste et qui recoupe aussi cet aspect un peu entrepreneurial. Vous nous parliez de projets, de collaborations, de commandes. Comment ça se passe en tant que tel ? Est-ce que vous êtes contacté directement par des personnes qui sont intéressées ? Est-ce que vous avez un agent, comme on peut l'avoir dans le secteur justement de l'art contemporain ? La position des galeries aussi,
par rapport à votre travail? On va commencer par ça, déjà. Oui. Donc comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, moi le point de départ de ma démarche, c'est l'aspect créatif. Donc je pars de mes inspirations pour créer des tissages, donc des collections de tissages et des œuvres. Et ensuite je travaille aussi quelque chose qui m'enrichit énormément. Je travaille avec différents secteurs, c'est-à-dire que finalement moi je crée une matière et je propose à qui veut créer un objet, un espace, une robe ou voilà, avec cette matière de le faire. Donc c'est souvent des collaborations, donc des collaborations avec des marques, des architectes, des designers, et donc c'est très riche parce qu'à chaque fois c'est les visions qui s'échangent en fait. On est voilà, moi j'ai ce positionnement, je pense, enfin peut-être pareil pour les filles, mais ce positionnement de artiste, designer et artisane. Donc en fait c'est vraiment, on a l'impression un peu de créer des ponts entre les domaines. Et ça c'est très très riche. Pour ma pratique. Voilà, j'expose aussi en galerie. Alors j'ai pas d'exclusivité en galerie, ce qui fait qu'en général c'est plutôt des expositions collectives et je trouve ça aussi très très riche de rencontres. Donc plutôt des expositions parisiennes pour l'instant. Et j'ai fait le choix aussi d'avoir donc moi j'ai pas d'agent en France, mais j'ai fait le choix d'avoir un agent aux États-Unis parce que c'est un secteur sur lequel je travaille beaucoup. Même en fait je travaille beaucoup plus à l'export qu'en France, c'est-à-dire que même les projets, les architectes sont français mais pour des projets à l'export, donc au Moyen-Orient, Suisse, enfin il y a pas mal de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Donc j'ai fait le choix d'avoir un agent aux États-Unis parce que culturellement c'est quand même pas la même chose que la France et c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaisse très bien son pays, qui connaisse très bien mon travail et qui fasse le lien entre les deux. Mais voilà, j'ai pas d'agent en France pour le coup. On va regarder, comme ça tu peux peut-être nous dire un peu plus des réalisations de Morgane. Vraiment. Donc ça, typiquement, c'est un projet pour Cartier. Donc là, c'est vraiment un projet typique. Je présente un échantillon qui est validé pour une boutique. On a créé un paravent pour l'espace marié. Et donc voilà, c'est une commande de la marque pour leur boutique. Et tu disais donc pour l'espace justement pour l'espace marié. Voilà. Là, on est sur des œuvres qui ont été sélectionnées parmi ma collection pour Laurent Perrier. C'est du set design, enfin c'est pas du set design mais du coup c'est plutôt pour des images pour leur réseau. Donc ils ont fait le lien entre art et leurs produits pour mettre en avant voilà leurs produits. Leurs produits. Et là c'est un projet pour la marque Balmain. Pour un défilé haute couture. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu aussi un développement pour le projet. C'est-à-dire qu'on est parti d'une de mes matières qui a été transformée. Donc là, il y a un enjeu technique et ça, j'adore. C'est vraiment le moment c'est vraiment un moment que enfin, voilà, qui me met en grande joie. C'est que j'adore trouver des solutions aux défis techniques. Et donc, c'est vraiment une vraie collaboration entre leur vision, ma matière et comment arriver au projet parfait au final, quoi. Et alors, on va regarder aussi des œuvres que tu exposes en galerie ou celui-là a été au salon Révélation. Donc là, c'est... alors, j'ai pas trop parlé de ma démarche artistique. Moi, je m'inspire beaucoup des paysages et de la construction de la vie, en fait, la construction du monde et du mouvement du monde, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est l'interdépendance de tous les éléments entre eux. En fait, il n'y a aucun élément qui est plus important que l'autre, tout est important. Et tout ce mouvement des éléments va créer tous nos paysages. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Parce qu'en fait, un tissage, et c'est vraiment là la métaphore, le tissage, c'est vraiment la métaphore de la création de la vie. D'ailleurs, toutes les cosmogonies parlent de tissage et de fil et de... Enfin bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais on ne va pas en parler trop longtemps. Un tissage, en fait, ce sont des fils qui se croisent. Donc, en fait, les fils de chaîne dépendent des fils de trame, d'une certaine densité, d'une certaine tension pour créer un tissu qui va se tenir, en fait, un vrai tissu.
Bref, donc là c'est une pièce que j'ai créée, donc qui s'appelle Brûler la pluie, en collaboration avec une artiste qui fait de la teinture à l'indigo, donc qui est indigotière. Et j'adore créer des collaborations. D'ailleurs, j'en fais avec Lucie aussi. et je trouve que voilà, c'est très très riche. Voilà, je travaille beaucoup sur l'idée de paysage, donc ce qui m'intéresse aussi, je travaille beaucoup l'or, les ors, et l'idée qu'une pièce n'est jamais la même en fonction des reflets, de la lumière qui change, voilà, ce changement et ce changement permanent m'intéresse, l'impermanence, voilà, m'intéresse. Vas-y, c'est tout. Oui. Ouais. Okay. Laurentine, tu veux nous dire un petit peu comment justement toi tes projets naissent, si tu es représentée par un agent, exposé en galerie, comment tu sources les projets? Oui, donc je suis effectivement représentée par un agent, Thierry Kaufmann, qui est basé à Paris, qui est luxembourgeois d'ailleurs. Voilà, et donc avec lui, on a décidé que lui s'occupait de toute la partie plus représentation auprès des marques, des grandes marques, et que moi je conservais toute la partie plus architecture d'intérieur, parce que c'est un domaine que j'ai envie de développer et que je me sentais tout à fait capable en fait d'aller voir les architectes et de leur présenter moi-même tout ce travail-là. Voilà, donc on s'est un peu scindé le travail en deux. Je travaille donc aussi bien sur des projets autour de l'architecture d'intérieur que des projets... alors pour l'architecture d'intérieur, ça peut être des projets à la fois structurels et décoratifs, qu'on verra, je pense, un petit peu plus tard sur les slides. Ça peut être aussi des projets pour les marques d'œuvres d'art, des commandes d'œuvres d'art. On peut travailler tout type de fil. Donc là, en l'occurrence, on peut travailler le fil d'or, vraiment l'or, quoi. On peut travailler les fils aussi bien naturels que synthétiques. Enfin voilà, en fait, le champ des possibles est extrêmement large, ce qui laisse la possibilité d'aller très loin dans la créativité. Et après, j'ai une pratique donc plus artistique, personnelle. Et effectivement, certaines pièces là ont été présentées Galerie Gosseré à Paris récemment. Voilà, donc c'est assez vaste. On va regarder aussi quelques-unes de tes réalisations. Oui, donc là c'est une proposition d'habillage de chaise, donc la chaise madras pour l'architecte d'intérieur Laura Gonzalez, qui est présentée donc actuellement dans la galerie de Laura Gonzalez à Paris. Donc là c'était tout un travail d'habillage de chaise, puisqu'on peut travailler en volume, mais on peut aussi venir habiller un objet. Voilà. Donc c'est un bon exemple de ce type de proposition. Là, pour la boutique Hermès à Hambourg, l'atelier a réalisé toutes les vitrines, donc pour une surface d'un peu plus de 100 mètres carrés. Donc 100 mètres carrés, ça représente un travail assez colossal. L'idée, c'était de pouvoir... voilà, le brief du client, c'était de se dire, OK, la ville d'Hambourg étant située avec plein de canaux qui la traversent, etc. L'idée, c'est de pouvoir retrouver l'environnement portuaire de cette ville à travers les vitrines. Et donc, le nœud devenait une forme d'évidence. Et donc, le nœud, sans que ça fasse trop marin non plus. Voilà, donc, on a créé des grandes claustras, donc, qui sont à la fois structurelles, mais qui deviennent aussi décoratives, puisqu'elles font partie intégrante de la vitrine, et que ce sont des éléments qui ne bougeront pas, c'est-à-dire qui resteront permanents dans cette boutique jusqu'à ce que la boutique change de décor. Voilà. Mais voilà, donc c'est un sacré projet qui a été livré là cette année. Cette année encore, c'était une grande année. On a travaillé sur un projet de robe à la demande de Balmain aussi pour Beyoncé. Donc c'est une robe qui était assez étonnante à réaliser, puisque les temps de la couture ne sont pas les temps de l'architecture. Les temps de la couture, on est dans un temps très court. Donc voilà, cette robe a été réalisée en l'espace de 2 semaines. Il y a voilà, un temps considérable qui a été accordé à ce travail à l'atelier. On était 5 à travailler sur ce projet en l'espace de
de 2 semaines. Voilà, et il y a un peu plus de 800 heures en 2 semaines. Voilà, donc c'est considérable aussi. Et alors sur ton travail, et voilà, donc le travail qui est un petit peu plus, enfin qui est beaucoup plus personnel, hein, et qui s'oriente sur le végétal. Voilà, l'idée c'était de pouvoir représenter la nature dans laquelle j'ai la chance de pouvoir évoluer, voilà, dans les Pyrénées, à travers un herbier avec des éléments qui sont en volume, qui sortent un petit peu de la toile. Voilà, donc c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a à la fois des surfaces planes et des surfaces en volume. On peut vraiment donner vie à des toiles et les rendre les plus organiques possibles. Voilà. Et le travail qui est représenté donc, à la Galerie Gosseret avec le tableau des Violettes qui a été présenté là il y a quelques semaines. Voilà, et tout un travail autour d'objets donc de Dame Jeanne pour des spiritueux ou de la parfumerie. Voilà. Merci. Lucie? Alors moi je suis représentée par un agent depuis septembre. Jusque-là, je travaillais toute seule et du coup, pour revenir sur les débuts, il y a un gros travail de prospection qu'on doit mener dans les premières années et même encore maintenant, qui passe par des prises de contact sur différents événements, la participation à des salons comme le salon Révélation dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps, qu'on maîtrise pas forcément dans les débuts, mais auquel moi j'ai eu besoin de me confronter dans les premières années pour vraiment réussir à comprendre les enjeux et aussi, je pense, un peu me prouver que je pouvais trouver des clients, enfin en tout cas nouer des relations avec des clients et donc les premiers projets que j'ai obtenus, moi c'était vraiment lié à un travail de prospection que j'ai fait. Individuel que tu faisais. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être de plus en plus contactée directement principalement par des maisons qui identifient mon travail. Et donc j'ai ressenti la nécessité d'être accompagnée par un agent pour pouvoir mettre un cadre à tout ça et puis aussi pour faire des choix de collaboration. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais te dire après. Non, mais Et tu parlais du salon Révélation, comme vous y avez participé toutes les trois, peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu plus quel est ce salon et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, dans votre pratique de participer à ces salons, justement en termes de projets, de collaboration. Oui, du coup c'est une biennale qui a lieu au Grand Palais tous les 2 ans et on a fait le choix de prendre un stand commun toutes les trois et avec Solène Jolivet aussi qui est artiste et brodeuse qui travaille le fil et donc l'idée était de pouvoir se fédérer autour déjà de l'organisation du salon, de pouvoir se répartir un peu les tâches et puis de créer un petit pôle autour du textile et de nos savoir-faire. Sachant qu'on a des univers qui sont assez différents, mais en même temps, on peut assez facilement créer des liens entre nos univers. Et donc, on s'est fixé pour objectif d'avoir un format commun, un grand format, qui du coup rendait, je pense, notre stand assez impactant et assez attractif. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur... Alors en fait notre collaboration, le fait d'exposer ensemble vient d'une première exposition qu'on a fait ensemble suite au Covid. En fait, on a tous les lieux d'exposition, tous les salons étant fermés. On a décidé en 2021 de créer une exposition dans laquelle on allait inviter nos contacts. Et on a mis en commun toutes nos ressources, c'est-à-dire on a mis en commun tous nos contacts, on a mis en commun nos idées d'exposition. Ça a créé un événement assez fort, et même pour nous, ça a été assez fort, en tout cas pour moi. Et en fait, depuis, on expose ensemble, et il y a une vraie... l'idée de se fédérer, et en fait aussi l'idée de partager ce qu'on a, je pense que c'est assez fort, et ça nous nourrit aussi, beaucoup.
Oui, et tu nous demandais aussi quel type de projet ou de client en fait ça nous permettait. Je pense que Révélation ou les salons de cette ampleur-là, c'est à la fois une carte de visite pour nous de l'atelier, d'où l'idée aussi de travailler sur des grands formats. Là, c'était en 2,50 m par 1,80 m, donc c'est quand même des très grandes œuvres, donc assez visuellement impactantes. Et effectivement, en étant 4 comme ça, c'est encore plus marquant. Voilà, donc oui, c'est une carte de visite de l'atelier en fait. L'idée, c'est de pouvoir montrer et d'orienter aussi les clients vers ce vers quoi on aimerait nous aller et développer à l'atelier. Voilà, tout en créant une synergie entre nous. Voilà. Donc là, on voit justement l'œuvre de Morgane qui était exposée à ce salon. Et là, c'était celle-ci, hein, pas cette année-là, mais l'année d'avant, pardon. Et hop, on va juste voir les réalisations de Lucie. Si tu peux nous en parler un peu plus. Donc ça, c'est un paravent qui a été réalisé pour une boutique Cartier à Chengdu en Chine, donc qui a été imaginé par l'architecte d'intérieur Laura Gonzalez. Et donc on voit pas le détail, mais c'est des feuilles de ginkgo qui sont donc brodées à la main. J'ai donc dessiné le motif et ça a été réalisé ensuite dans mon atelier. Donc c'est des feuilles de ginkgo qui sont brodées à la main avec une technique de kanti, qui est une technique de broderie métallique. Et il y a aussi des feuilles de papier qui sont dorées à la feuille de cuivre. Voilà, pour l'espace marié, donc pareil, un univers assez féminin. Ça, c'est une collaboration avec la maison Guerlain. Donc, j'ai travaillé sur des parures. Donc, c'est des fleurs en papier qui sont formées et assemblées à la main. Et donc, la petite anecdote, c'est que c'est un parfum qui sort en édition limitée chaque année, auquel ils associent un artisan. Et donc, j'ai eu carte blanche sur cette parure. Et donc, on a mis en forme à la main 22 000 fleurs, puisqu'on a créé 2500 parures. Voilà, les petits défis techniques. Et ça, c'est un projet tout autre d'un décor de set design. Donc voilà, ça montre un peu la variété d'applications qu'on peut trouver dans toutes les trois dans nos travaux de l'architecture d'intérieur, des changements d'échelle assez significatifs. Et alors, sur les œuvres qu'on peut... Et ça, c'est l'œuvre que j'ai présentée à Révélation. Donc, c'est des fleurs en papier qui sont peintes à la main. Et donc, il y a tout un travail de couleurs qui est réalisé en amont, puisque toutes les couleurs qui sont là, en fait, sont peintes à la main dans le but de créer une infinité de nuances et de créer ensuite les dégradés. Et les fleurs sont ensuite brodées sur un support. Dans le même esprit, un travail autour de la couleur. Et du coup, moi, l'enjeu en créant mon atelier, c'était de continuer à travailler la broderie, mais de réussir à développer un univers créatif qui soit fort et qui fasse que les maisons et mes clients en général viennent me chercher autant pour ma maîtrise de mon savoir-faire que mon univers, parce qu'en travaillant la broderie, je me retrouvais en concurrence avec des ateliers historiques très installés, qui ont une réputation qui est faite depuis très longtemps. Et l'idée, c'était pas de rentrer en concurrence avec eux, mais plutôt de pouvoir emmener mes clients sur d'autres applications et avec un univers créatif qui m'était propre. Et donc, pour moi, l'enjeu au quotidien est vraiment à la fois de la maîtrise de mon savoir-faire, mais aussi de développer un univers créatif qui soit suffisamment fort et identifiable pour intéresser. Oui, et justement, ça c'est intéressant. Quelle est la marge finalement de créativité qu'on vous laisse dans le cadre de vos commandes ?
Ça dépend vraiment des projets. Enfin, moi, pour ma part, j'adore la contrainte. J'aime bien. Non, mais j'aime bien quand une maison vient me voir en m'expliquant toute l'histoire de la marque, en me montrant le patrimoine, parfois des visuels, parfois en m'imposant des couleurs. Enfin, ça emmène toujours vers des choses vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. Et en fait, ça nourrit aussi notre pratique personnelle. Et pour moi, c'est vraiment, c'est toujours très enrichissant. Mais ça, peut-être que ça vient aussi de nos études d'art appliqué, parce que c'est des études en art appliqué, on a des études de design, enfin c'est plutôt de design, c'est-à-dire qu'on a un brief, des contraintes techniques, ou des contraintes en tout cas, et l'objectif c'est de réaliser pour le client le projet en fonction de oui, et puis ce cahier des charges. On nous a enseigné aussi, ce qu'on crée a toujours une finalité, même si c'est une fonction, même si c'est une fonction décorative. Voilà. On a quand même, une grosse. Voilà, donc c'est pas purement un objet artistique qui vit comme ça tel quel, mais c'est. Oui, l'héritage arts appliqués est quand même très fort dans nos pratiques. Oui, je suis d'accord, et très satisfaisant aussi. De trouver une solution, c'est très satisfaisant. Mais je pense que les marques viennent vers nous aussi aujourd'hui, en tout cas pour ma part aujourd'hui, pour la créativité. Je sais que les marques viennent pas me demander des choses vert fluo, parce que ça n'a rien à faire chez moi. Donc ils connaissent mon univers et ils viennent me chercher pour... Donc la marge de manœuvre, elle est là dès le départ, puisque finalement la contrainte, elle est peut-être finalement que technique et pas forcément créative. Ouais, mais je pense qu'on a la chance d'être arrivé là, en fait. C'est-à-dire qu'on a développé suffisamment de compétences techniques aujourd'hui pour pouvoir s'autoriser à développer des univers artistiques. Pas de la chance, forts. c'est du travail. Non, mais voilà, bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est certain. Mais voilà, c'est-à-dire que effectivement, il y a toute cette phase de brief dont tu parlais, Lucie, d'histoire en lien avec la maison, etc., avec la marque, et ensuite carte blanche. Voilà. Donc c'est quand même incroyable de pouvoir travailler sur des œuvres d'art en ayant une totale confiance en fait de la part de ces marques-là sur des objets qui ont une valeur incroyable au final. Enfin voilà, c'est assez fou. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos intervenantes ou pas. La première question est toujours difficile. Non. Moi, j'ai une autre question que j'avais un peu gardée en réserve parce que justement, on est dans le contexte d'une foire d'art contemporain. Quel est, alors vous, votre rapport à l'art, je pense qu'on l'a bien compris, il fait partie de votre pratique, mais comment vous vous situez ou vous vous sentez en tout cas visualisé dans ce monde de l'art contemporain? Quel est le rapport selon vous, enfin votre approche? Moi, je peux bien commencer. Moi, aujourd'hui, je me sens plus artisane et designer qu'artiste. Oui. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'en France, en tout cas, on met beaucoup... on a besoin de mettre les gens dans des cases et très vite, quand on se met à notre compte, on a besoin soi-même de se définir parce que nos clients, les journalistes, ont toujours besoin de nous nommer par une fonction. Mais même d'un point de vue administratif et juridique, en tout cas en France, il y a une vraie distinction entre le métier d'artisan et d'artiste. C'est pas les mêmes catégories. Donc c'est ça. Dès le départ, il faut faire un vrai choix. Et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes structures. Oui, c'est ça. On n'a pas toutes les mêmes structures juridiques pour ces raisons-là. Mais c'est des choses qui évoluent en fonction des rencontres, des projets. Je pense que, par exemple, Morgane se sent beaucoup plus artiste aujourd'hui, je me sens beaucoup plus artiste. Et ça, mais c'est justement par les différents projets ou les différentes expositions et aussi les rencontres, il faut le dire. Et je me sens beaucoup plus épanouie dans cette pratique artistique. Mais c'est un milieu qui est tellement immense, c'est un petit peu impressionnant quand même. Et puis tout l'enjeu aujourd'hui est d'être accepté par le monde de l'art contemporain aussi en tant qu'artisane, parce que je pense que pour nous c'est indissociable de notre pratique artistique. On se définit aussi comme artisane, donc voilà.
C'est ça, c'est-à-dire que le côté artisan, c'est la maîtrise technique vraiment de notre savoir-faire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça devient le médium par lequel on va pouvoir s'exprimer, au même titre qu'un peintre, enfin voilà, peu importe. Voilà, donc en fait, quand le textile devient un terrain d'expression, un terrain de jeu et artistique, voilà. Mais effectivement, je pense qu'au fur et à mesure de nos trajectoires, de nos expériences, on peut se sentir plus voilà, artisane qu'artiste ou artiste qu'artisane. Et effectivement, les lignes bougent, mais je pense que c'est une question d'expérience, de vécu et de maturité, en fait, par rapport à ça, je pense. Oui, par rapport à vous-même, mais aussi peut-être par rapport au milieu artistique global, à la scène artistique, qui commence petit à petit à bouger et à intégrer oui, aussi. Complètement. C'est-à-dire que la galerie Gosseret, là, c'était un bon exemple. C'est-à-dire que moi, il y a encore un an, j'y connaissais absolument rien du tout en art contemporain. Et voilà, c'était pas du tout un univers dans lequel j'avais réussi dans lequel j'avais évolué. Et là, je me dis qu'en fait, c'est aussi possible, en fait. C'est-à-dire que la proposition artistique que je fais est tout à fait compatible. Mais en fait, c'est tout nouveau et je le perçois juste maintenant. Voilà. Donc c'est une question d'expérience. Et ça, la galerie, c'est elle qui t'a approché ou comment vous vous êtes rencontrés c'est moi qui lui ai proposé en fait, qui lui ai montré mon travail et du coup ça a fonctionné tout de suite. Voilà. Mais donc il y avait une forme d'évidence. Oui, voilà. oui. Ce qui est nouveau. Oui, ce qui est très nouveau pour les galeries d'art. Oui, complètement. Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question plutôt liée au discours qui a été fait au début de la conférence. Donc au niveau des problématiques aussi dans le secteur, vous avez parlé des résidences d'artistes et de la problématique liée au fait d'être mère par exemple avec vos filles. Donc ma question est au niveau public, administratif, juridique dans le secteur, quel est le support peut-être que vous voudrez voir, qu'est-ce que vous pensez et individuellement peut-être pour vos problématiques personnelles que ça pourrait être fait pour vous aider, peut-être avec les résidences, mais pas forcément lié à cette problématique. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, le fait que les enfants ne soient pas intégrés en fait à ce type de proposition. Je pense que là, la solution, elle est très simple. De pouvoir proposer à des femmes qui ont des enfants en bas âge, en fait, de pouvoir les intégrer à leur venue, ça me semble une évidence. Voilà. C'est-à-dire que, comme le disait Morgane tout à l'heure, c'est à la fois un enrichissement pour l'enfant, mais d'être coupé, de devoir faire un choix en fait entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on veut tout. On veut pouvoir avoir une vie de famille heureuse, épanouie, ce qui me semble possible et accessible, tout en étant épanoui professionnellement. Voilà. Donc, juste qu'il y ait des points pour les femmes, effectivement, qui soient pris en compte. Le contexte familial avec des enfants en bas âge, ce serait formidable. Il y a des choses qui se créent petit à petit, il y a des choses qui se créent, mais c'est créé par des femmes qui ont vécu ça, avec peu de moyens. Donc c'est encore tout petit, alors que ces résidences dont on parle sont des résidences dont on parlait tout à l'heure, sont des résidences mondialement connues, avec beaucoup de moyens, et c'est à elles en fait de changer. Enfin, selon nous, c'est à elles de montrer l'exemple. Et sinon, j'ai pas de réponse pour l'autre partie de la question. Et toi, Lucie, non pas plus Oui, après, on peut rêver d'un monde idéal où on aurait, je sais pas, des ateliers appartements à disposition, des choses où on pourrait, plus mêler tous ces sujets quoi, de vie de famille. Oui, c'est vrai. En fait, il y a des grosses contraintes auxquelles on pourrait facilement pallier en fait. C'est vrai que nos enfants sont complètement en lien et en interaction avec nos ateliers. Mon fils est dans mon atelier tous les jours, quasiment de la semaine, en sortant de l'école, en fait. Et c'est normal. Et c'est, je pense aussi par ça qu'on peut permettre à nos enfants et aux futures générations d'intégrer l'art et l'artisanat dans un quotidien et donc faire que la suite n'en sera que plus belle. Voilà.
Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que malheureusement, moi, la maternité a été synonyme de ralentissement du développement de mon activité. Et ça, malheureusement, j'ai pas de solution. Voilà. C'est quand même encore des choses qu'on subit. Ouais, alors pour petit témoignage de maternité, moi j'ai fait l'inverse de Lucie, c'est-à-dire que je pense que j'ai nié ma maternité et que j'ai repris le travail peut-être 3 semaines, 1 mois après avoir eu ma fille, ce qui est totalement à ne pas faire. Voilà, parce que ça, après, j'ai fait des devis sur mon lit à la maternité, voilà. Donc, non, c'est alors vraiment, que ma fille avait 24 heures, donc voilà, il doit pouvoir y avoir des solutions, mais en tout cas aujourd'hui on jongle. Voilà. Nous, on peut montrer les exemples à ne pas suivre, je crois. Et sur ces résidences, justement, qui sont très très connues, généralement, c'est aussi un accélérateur de carrière. Donc, le fait de ne pas pouvoir y participer, finalement, ça ralentit et ça freine. Oui, bien sûr. C'est un frein, mais les résidences et les prix dont on parlait, oui. Voilà, ces 2 éléments-là sont vraiment des accélérateurs de développement pour les savoir-faire, pour les entreprises qu'on crée, puisqu'on crée des entreprises quand même, donc on crée de l'emploi. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Hein. C'est quand même un contexte économique aussi global à prendre en compte. On n'est pas on n'est pas dans notre petite chambre à travailler. Oui, et puis vous préservez aussi et vous transmettez des savoir-faire. Complètement, il y a une question de transmission. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, on crée réellement une activité économique forte aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est dommage en fait, de ne pas pouvoir avoir accès à ça de façon un tout petit peu plus légère. Mais en termes de solutions, à part en lien avec les enfants, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui serait possible de faire. Peut-être d'intégrer plus de femmes dans les pôles de décision. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Pour rebondir sur l'accélérateur, le fait d'être là, je pense que c'est déjà en fait un élément qui a une notion d'accélération parce que ça rend votre travail tangible. J'ai un bureau d'archi d'intérieur, je connais votre travail à toutes les 3, j'ai vu votre atelier à Révélation, mais le fait que vous soyez là, que vous vous exprimiez sur ce qui est facile, sur ce qui l'est moins, ça en fait partie. Et si on a un tout petit peu le temps, j'aimerais bien que chacune nous raconte une rencontre accélérateur avec une marque, avec Laura peut-être, avec un designer, avec les femmes d'art, un moment en fait qui fait que votre carrière a accéléré et qui permet d'illustrer en fait l'importance du réseau peut-être. Je commence. Moi, j'ai participé au Salon Révélation en 2019 et à cette occasion, des personnes de la maison Guerlain ont vu mon travail. Ça concordait avec un moment où moi, je les avais contactées et donc on a réussi à se rencontrer et très rapidement, elles m'ont confié le projet que vous avez vu à l'écran et ça a été la première maison qui m'a vraiment fait confiance sur un projet d'envergure et qui, du coup, d'un point de vue juridique, m'a permis de passer de ma petite micro-entreprise à une société, à lancer mon atelier, à recruter des personnes. Ça a été vraiment le début. Voilà. Donc c'est cette prise de décision de participer au Salon Révélation. Oui. Alors, comme Lucie, moi ça a été Guerlain. On aussi. a beaucoup de clients communs, les 3. Guerlain, j'ai travaillé pour eux pendant 5 ans et ça a été vraiment, il y a eu un avant, un après Guerlain. Donc ça c'était vraiment pour comprendre, parce que j'avais développé toute une partie de bijoux en fait, voilà, avant d'en arriver à l'envie en fait de développer le textile plus pour les maisons de mode et les architectes d'intérieur. Et donc Guerlain, ça a été vraiment la prise de conscience de c'est possible, on peut aller beaucoup plus loin en fait dans le développement de cette pratique et donc aller plus loin dans les propositions, etc. Donc Guerlain a été un réel accélérateur et en tout cas cette transition là s'est faite grâce à eux. Et je dirais ensuite des architectes tels que Laura Gonzalez ou RDAI qui ont été là les premiers à me faire confiance et à me confier des projets. En tout cas, RDAI à me confier un projet de 100 mètres carrés. Voilà, ça a été une expérience assez dingue. Voilà. Mais au-delà de ça, après, il y a quand même des personnes qui gravitent aussi autour de nous. Il y a des personnes qui sont vraiment
qui nous permettent de poser un regard extérieur sur nos pratiques, qui nous permettent d'évoluer, ne serait-ce que nous trois en fait. Le fait qu'on soit, nous quatre, en incluant Solène aussi dans cette étape-là, mais on arrive à dézoomer de nos pratiques, à se dire où on veut aller, comment on a envie d'y aller. Il y a quelque chose de très bienveillant et de l'ordre de la sororité aussi peut-être là-dedans, mais il y a aussi des personnes donc extérieures à nous. Je pense à Sandra aussi Furlan, je pense évidemment à mon agent qui a un regard extérieur et très, très clair. Voilà, il y a des gens qui sont là et qui sont importants. Moi, justement, ce que j'allais dire, je pense que ma rencontre avec mon agent aux États-Unis, en fait, elle est française, mais elle vit aux États-Unis depuis 20 ans. Ça a été... je pense que ça... Je me suis dit, ok, en fait, je suis légitime. Il y a cette question, je pense, quand on est une femme aussi, où on se dit, aïe, 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 est-ce que... voilà. Et son regard et ses mots, alors peut-être parce qu'elle a cette culture américaine du amazing, je me suis dit, mais en fait, ça lui plaît. Elle sent qu'il y a un potentiel. En plus, elle est architecte d'intérieur. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait il y a eu un moment, ça a été un vrai déclic. Et du coup, les projets qui ont suivi notre rencontre et le début de notre collaboration ont été importants pour ça. Mais il y a aussi, donc on est toutes les trois lauréates de la Fondation Banque Populaire. C'est une fondation qui aide les artisans. C'est une fondation vraiment bienveillante et je pense que moi, ça a été aussi, pas forcément en termes de chiffre d'affaires ou de projet, un vrai soutien et le fait de se rencontrer, ce que tu disais, de se rencontrer, pouvoir partager des expériences, ça a été une vraie aussi, il y a eu un avant et un après en fait, rencontrer ces personnes-là et petit à petit, en fait, c'est le réseau fait que notre activité grandit et qu'on est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? C'est plus en fait sur les sources d'inspiration. Vous avez mentionné justement que c'était un peu les mouvements au niveau, les mouvements de la Terre. Et est-ce que vous avez une source d'inspiration depuis le début de vos créations ? Et est-ce que ces sources d'inspiration ont évolué et vous avez une idée potentielle de ce que ça pourrait être pour l'avenir ? Alors moi, ça a toujours été ça, depuis toujours. En fait, le paysage et je pense qu'il y a cette balance entre la quête d'identité et le paysage qui m'entoure. Moi, j'ai la chance d'habiter à Aix-en-Provence, donc à côté de la Sainte-Victoire. Il y a un certain peintre qui a déjà beaucoup travaillé dessus, mais en gros, c'est un endroit magique en fait. Je comprends tout à fait pourquoi il y a eu autant de peintres qui ont travaillé là-bas. Et c'est un endroit qui m'inspire énormément. Donc moi, depuis toujours, c'est vraiment le paysage et c'est ça. Je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais il y a quand même cette question de l'écologie. Donc c'est un peu, ça fait aussi partie de mon travail et qu'est-ce que nous, on devient par rapport à notre environnement. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'autoriser à développer un univers un peu plus personnel. C'est-à-dire que jusque-là, ça me rassurait beaucoup de répondre à des demandes, à des commandes, avec un cahier des charges très clair. Ça me rassurait beaucoup. Moi, le changement, il s'est fait il y a très très peu de temps. Ça fait 1 an et demi, en fait, vraiment, que je me dis, ok, en fait, je suis aussi légitime à pouvoir proposer mon propre univers. Et le changement a été radical à partir du moment où j'ai quitté Paris pour l'Ariège, où je suis arrivée. Moi, je suis originaire d'Ariège. Je n'arrivais pas en Ariège par hasard. Je savais pourquoi je faisais ce chemin retour, tout en ayant du coup une connexion très forte à Paris et à l'international aussi. Mais du coup, voilà, il y avait quelque chose d'évident de retour aux sources qui se faisait très fort. Et la thématique végétale a pris ses racines vraiment là-dedans. Mais je pense en fait que cette thématique-là était là depuis très longtemps, mais qu'il faut juste oser la sortir et l'exprimer. Voilà. Donc je pense que sur cette thématique-là, il y a beaucoup de choses à faire et à développer encore. En tout cas, moi, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment. Et oui, des envies, des idées, j'en ai plein. Maintenant, il va falloir pouvoir trouver la façon de les concrétiser. Voilà.
Tout pareil. Non, je suis aussi assez inspirée par la nature et les fleurs. Moi, j'habite à Paris, donc la ville et l'architecture sont aussi des choses qui m'inspirent beaucoup. Il y a un côté assez systématique et géométrique dans mon travail que j'aime développer et je suis aussi allée plusieurs fois au Japon et la culture japonaise dans son ensemble est une grande source d'inspiration du travail de motifs traditionnels en passant par l'architecture, la façon dont le papier est utilisé aussi au Japon dans l'architecture, dans l'objet, dans la mode, enfin voilà. Les sources d'inspiration sont assez vastes et un peu comme Laurentine, j'ai plein d'idées et plein de choses que j'aimerais développer. C'est plus, il faut trouver du temps quoi, pour le faire. Mais, et puis les collaborations aussi nourrissent beaucoup mon travail. Voilà. Et pour conclure, Lucie, est-ce que tu pourrais nous dire, enfin chacune pourrait nous dire où est-ce qu'on peut peut-être voir votre travail en ce moment, que ce soit au sein justement peut-être de la boutique à Hambourg, ou enfin voilà, où est-ce qu'on peut voir votre travail? Alors moi, ça va être principalement sur Instagram. On peut voir les derniers projets qui sortent assez régulièrement. Et sinon, à Paris, ce sera dans la boutique quartier qui est rue de la Paix. J'ai eu la chance de travailler sur un paravent qui a été peint à la main par les ateliers Gohard et que j'ai rebrodé dans un espace entièrement conçu par l'architecte d'intérieur Laura Gonzalez. Voilà. De mon côté, effectivement, la boutique Hermès à Hambourg. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller en Allemagne, n'hésitez pas à y aller. On ne peut pas la louper. Voilà. La galerie Laura Gonzalez, dans laquelle la paire de chaises est exposée autour d'une nouvelle scénographie. Et puis la galerie Gosseret aussi, dans laquelle donc les pièces sont représentées là seront représentées sur la prochaine exposition. Il va y avoir aussi des pièces qui seront mises en vente aux enchères avec la fondation Pierre Berger au mobilier, maison de vente Pierre Berger avec au mobilier national fin janvier. Voilà, et de beaux projets qui sortiront là dans les prochaines semaines, voilà, et qui seront visibles sur Instagram dans un premier temps. Voilà. Et de mon côté, j'ai actuellement une exposition à Paris dans une galerie qui s'appelle la Galerie Conscious, qui est 12 rue de Normandie. Donc ça c'est jusqu'à mi-janvier. Si un petit voyage à Aix-en-Provence vous intéresse, donc au Centre d'Art Galifet à Aix-en-Provence, une exposition qui commence la semaine prochaine, qui s'appelle Les Racines poussent dans l'ombre. Pour la petite histoire, j'ai la chance de faire la curation de cette exposition. Ça fait 2 ans que je fais la curation d'une exposition pour ce lieu. Donc c'est une exposition dédiée au métier d'art. Et donc voilà, cette exposition va durer 3 mois, donc jusqu'à fin février, je crois, parce un peu plus que 3 mois. Et toujours dans le secteur d'Aix-en-Provence, j'ai mon premier solo show à l'abbaye de Sylvacane en mai prochain. Voilà, donc c'est une abbaye cistercienne classée monument historique, qui a été désacralisée au XVIe siècle, mais voilà, c'est un lieu magnifique déjà sans œuvre. Et donc gros challenge de travailler une exposition pour ce lieu. Je fais aussi partie de l'exposition de la vente Pierre Berger en janvier. Et voilà. C'est super chouette. Bah écoutez, merci beaucoup à chacune de vous, merci à vous. Merci Cyrielle.